Alors, l'enregistrement est lancé. C'est super, on va démarrer. Rebonjour à tous. Donc, la conférence que vous allez écouter donc s'intitule Vos motivations professionnelles pour construire un projet professionnel qui vous correspond. Et elle est justement dans la journée que nous avons intitulée Un projet professionnel qui me correspond, qui vous correspond, dont l'objectif c'était de vous donner plusieurs outils, plusieurs méthodes pour que vous puissiez agir dans votre projet professionnel, le construire, voilà, par petites briques, par petits pas. Donc, nous allons nous pencher sur un nouveau sujet qui est vraiment le sujet de la motivation professionnelle. Et donc, nous avons l'honneur d'avoir Yves Duron avec nous sur ce sujet. Merci vraiment Yves d'être là. Merci pour votre intervention. Donc Yves, vous êtes cofondateur de Motiva Solutions, qui sont des outils et des méthodes, notamment dédiés à l'accompagnement des carrières et des parcours. Et donc, vous allez nous en dire beaucoup plus sur ce sujet des motivations professionnelles et comment on peut s'en servir dans la construction de son projet. Donc voilà, je rappelle l'utilisation du chat, de la discussion publique, n'hésitez pas. Et quant à moi, j'ai oublié de me présenter quand même. Donc Emmanuelle Verleur, je travaille au sein de la PFRH Centre-Val de Loire. Je suis la coordinatrice de la quinzaine de l'emploi public pour la région Centre-Val de Loire. Je serai votre modératrice, donc n'hésitez pas, voilà, à poser toutes les questions que vous avez en tête. On a hâte d'en savoir plus sur ce sujet, Yves. Donc je vous laisse maintenant la parole. Merci beaucoup Emmanuel. Donc je suis ravi de participer à cet événement, d'autant que j'ai été moi-même fonctionnaire pendant une dizaine d'années, puisque j'ai travaillé au CNRS. Donc je suis psychologue. Il faut que j'ai l'impression que je peux pas faire défiler mes slides. Excusez-moi un instant. Je suis bien animateur là. Rien. C'est bon. C'est bon, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, comme je le disais, donc je suis psychologue du travail, psychosociologue, avec mon compère, le professeur Zvisegal. Nous travaillons depuis quelques années maintenant sur ces sujets de la motivation au travail, de l'accompagnement de carrière, avec, comme le disait Emmanuel, donc un outil Motiva qui est utilisé par vos CMC, vos conseillers mobilité, entre autres, mais aussi chez Pôle emploi, l'APEC, dans les missions locales, les CIO, les coachs de carrière, les cabinets. Donc, on connaît bien ce sujet de l'accompagnement de carrière et moi-même, j'ai eu l'occasion de changer plusieurs fois de carrière, puisque je vous disais que j'étais au CNRS. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Donc, j'ai eu l'occasion de moi-même changer plusieurs fois de carrière. Et finalement, qu'est-ce qui nous pousse à changer justement de carrière à un moment donné? Ça peut être simplement une envie d'évoluer, de voir des choses un petit peu nouvelles, un peu différentes, une soif un peu peut-être d'apprendre, de voir de nouvelles choses, d'évoluer, sentir qu'on progresse aussi dans sa vie professionnelle, avoir de nouveaux challenges. Ça peut être une motivation à changer. On peut aussi par moment se sentir moins motivé, ou plus du tout motivé, même parfois par son poste, sentir un petit manque de sens dans son travail, une perte de sens parce que la situation a évolué, ou soi-même on a évolué. Il s'est passé quelques années et nos motivations aussi peuvent changer au cours de notre vie. Il peut y avoir des problématiques aussi de santé ou de fatigue au travail qui fait que on a besoin à un moment donné d'anticiper d'éventuelles difficultés à continuer à exercer ses fonctions dans de bonnes conditions si on a ces problèmes de santé. Puis parfois aussi simplement suppression de poste. Là, c'est pas forcément de notre fait. Un poste supprimé qui va nous amener à construire, devoir à un moment donné réfléchir à un projet professionnel. Et l'objet de cette conférence, c'est justement plutôt, tant qu'à faire, un projet professionnel qui vous correspond. Donc on va voir un peu quelques leviers pour construire votre projet professionnel dans les meilleures conditions. Qu'il faut savoir, on va parler de motivation, donc qu'est-ce qu'il faut savoir sur la motivation pour pouvoir l'utiliser justement dans la construction de vos projets. Et puis de manière un peu plus pratique, on verra quelques principes clés, et puis aussi en quoi vos conseillers mobilité peuvent vous aider sur ces sujets. Et comme je vous disais, on consacrera également un temps pour vos questions, répondre à vos questions tout simplement, si vous en avez.
Alors, je vous propose de commencer avec quelques leviers qui sont issus de notre expérience de l'accompagnement de carrière et des retours que nous avons. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir former un certain nombre de conseillers mobilité carrière de la fonction publique et on échange évidemment dans le cadre de ces formations, toujours beaucoup, et ça me permet d'avoir aussi leur ressenti. Alors c'est déjà des gens souvent qui sont très motivés, qui ont beaucoup d'énergie à faire ce qu'ils font. Ça permet aussi effectivement d'échanger avec eux et d'avoir quelques retours d'expérience sur les difficultés que vous pouvez rencontrer dans ces réflexions autour de vos carrières et quelques conseils qui sont toujours bons à suivre. Premier levier, c'est tout simplement eh bien de ne pas attendre que lorsque vous avez justement des changements de carrière en vue, à ce qu'on trouve des solutions pour vous toutes faites. Aujourd'hui, on est vraiment dans un monde qui se transforme en permanence, un monde complexe, et c'est très difficile pour les personnes qui peuvent vous accompagner de trouver pour vous des solutions. C'est vraiment l'expert, c'est vous. Aujourd'hui, c'est vraiment à vous de trouver votre voie, votre direction professionnelle, et les personnes qui vous accompagnent vont pouvoir vous aider à travers des méthodes, à travers des outils qu'elles vont vous proposer, mais en tout cas, c'est pas elles qui vont pouvoir forcément trouver des solutions toutes faites à vos interrogations de carrière. Donc c'est vraiment important d'être acteur. Ça serait mon premier point. Aujourd'hui, c'est vraiment fondamental, et notamment, on est amené à changer de plus en plus de carrière dans sa vie professionnelle, et donc il faut s'entraîner. C'est une compétence, d'ailleurs, vous avez dû voir qu'on écrit un livre qui s'appelle « La motivation, c'est une compétence qui se développe ». C'est vraiment une compétence de pouvoir gérer soi-même sa carrière, alors avec l'aide évidemment des professionnels qui peuvent vous aider, mais c'est important d'être acteur dans ces démarches. Deuxième levier, c'est finalement essayer de s'entraîner aussi à apprendre à voir dans les changements. On est quand même dans un monde de changements, et d'autant plus en ce moment, beaucoup de changements, beaucoup de difficultés aussi, mais en même temps, à chaque fois, c'est associé à des opportunités. Vous avez peut-être entendu parler de ChatGPT. On voit ici voilà, les robots qui commencent et les algorithmes qui commencent à nous entourer de plus en plus. C'est vrai que ça peut faire peur à certains, mais c'est aussi peut-être, ce sont des outils que vous allez pouvoir utiliser pour faire certaines tâches à votre place. Moi, j'ai testé pas mal ChatGPT. C'est vrai qu'on se rend compte que c'est un outil qui peut être très intéressant pour faire des choses un petit peu fastidieuses, un peu répétitives. Il fait très bien, ça vous fait gagner du temps, ça vous permet de vous concentrer sur autre chose. Donc voilà, c'est une opportunité. Il y a la problématique très, je dirais, au goût du jour du travail des seniors, et voilà, on se voit pas forcément travailler toute sa vie dans le même métier jusqu'à sa retraite. Donc, à un moment donné, il faut se poser des questions. Effectivement, qu'est-ce que je vais faire dans ma dernière partie de carrière? C'est des choses. C'est peut-être le moment de partir sur un projet qu'on avait en tête depuis un moment, qu'on n'a jamais osé réaliser. Donc, ça peut être une opportunité de changement intéressante. Pareil pour les réorganisations, ici, où il y a beaucoup de transformations dans les organisations. Et c'est vrai que souvent, qui dit transformation dit nouvelles opportunités, les choses qui se débloquent peut-être, aussi en termes de postes parfois, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours des possibilités d'évolution qui sont toujours très ouvertes, ou parfois il faut attendre un certain temps. La vie professionnelle, la vie de travail, comment tout ça s'organise. On peut repenser un peu les choses. Le travail à distance a aussi amené pas mal de changements dans sa manière de travailler. Parfois, il y a des opportunités aussi de réfléchir à comment travailler peut-être un peu moins se fatiguer au travail. Et puis, les enjeux climatiques qui sont un vrai problème pour l'humanité, mais qui sont aussi, c'est vrai que dans la fonction publique, c'est vraiment sont les acteurs majeurs qui apportent des solutions dans ce domaine. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, je m'arrête 2 secondes. Yves, je me permets de vous poser une question qui est mise sur le chat. Jean-Christophe nous demande par rapport à ChatGPT, en quoi cela peut nous aider dans notre réflexion sur un changement de poste? Alors après, vous pouvez poser des questions à ChatGPT aussi. Après, vous verrez que c'est assez vite. Ce qui va manquer dans ces outils, vous allez le sentir très vite, c'est que sur ces problématiques de changement de carrière, il faut de l'humain, il faut un temps de réflexion, il faut un temps de maturation. Et le fait de poser des questions, comme on le ferait avec un moteur de recherche, finalement, ça va vous apporter un certain nombre de pistes, mais il va manquer, je dirais, toute l'empathie d'un interlocuteur humain qui va vous aider quelque part à faire émerger
un certain nombre de solutions. En revanche, ChatGPT va être très utile pour vous faire gagner du temps, pour avoir du temps pour vous. Ça sera un levier bonus. Il faut arriver à dégager du temps. Je sais que vous êtes souvent la tête dans le guidon pour justement réfléchir à ce que vous allez faire de votre carrière. Et en ça, ChatGPT, tant que tout le monde ne l'utilise pas, profitez, c'est le moment si vous pouvez lui faire du boulot à votre place, c'est le moment avant que ça devienne un outil tellement utilisé, enfin ChatGPT ou d'autres, que finalement, une fois que tout le monde l'a, on arrive, voilà, ça sera une nouvelle norme de productivité avec ces outils. Voilà, donc ça peut être utile surtout pour vous débarrasser d'un certain nombre de tâches, pour vous consacrer, avoir du temps pour vous consacrer à votre carrière. Alors c'est quoi ChatGPT? C'est un outil d'intelligence artificielle en fait qui va répondre à un certain nombre de questions en langage naturel. Qui va utiliser les informations qui sont disponibles sur Internet, mais qui va les synthétiser, les résumer, vous donner les points clés. Expérimenter dans tous les cas, c'est des outils qu'il faut, on sera tous amenés à utiliser à un moment ou à un autre, comme Internet, comme tous les outils que vous utilisez aujourd'hui. C'est des choses qui arriveront d'une manière ou d'une autre sur vos postes de travail, sur vos téléphones. Voilà, c'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, mais c'était juste pour le signaler dans la mesure où on en parle beaucoup aujourd'hui. Alors, quels sont les métiers qui recrutent? Souvent, le problème de ces modèles, c'est qu'ils sont entraînés sur les années précédentes. Donc, c'est pas forcément toujours actualisé à 100%. Donc, je vous invite aussi, on peut toujours poser des questions. Aujourd'hui, en termes de prospective sur les métiers qui recrutent, on peut le savoir peut-être à un moment donné. Par contre, quels sont les métiers qui vont recruter dans quelques années? Malheureusement, aujourd'hui, c'est de plus en plus complexe et on le voit avec toutes les crises que nous vivons. Certains métiers qui étaient très demandeurs à un moment donné, la demande, le nombre d'emplois s'effondre très rapidement en quelques mois entre les crises Covid, la guerre en Ukraine, les problématiques d'énergie, de climat, etc. Donc, on est quand même sur des cycles où les choses changent assez vite. Donc, il faut faire attention aux prédictions. En revanche, voilà, vous pouvez retourner aussi sur tous vos outils d'offres d'emploi et les outils que vous pouvez avoir à disposition et à travers vos conseillers mobilité carrière aussi qui peuvent avoir des idées aussi dans ce domaine. Mais ça viendra peut-être que ces outils, d'ailleurs nous on est en train d'intégrer des outils similaires dans Motiva pour justement pouvoir faire des prédictions à ce niveau-là, mais bon, on est encore au tout début, donc il faut prendre ça quand même avec un certain nombre de précautions. Donc faut pas prendre les résultats de ces outils pour argent comptant, parce que ces outils se tromper aussi, sont des vrais humains par certains côtés, et ils savent aussi être de mauvaise foi quand ils vous affirment des choses, donc il faut être un peu prudent. Alors, donc je poursuis. Troisième levier, oser. C'est vrai que pour avoir travaillé beaucoup avec des personnes de la fonction publique, parfois on n'ose pas rêver, on n'ose pas, on se limite, on s'auto-limite, et c'est important de se laisser un peu, essayer de se souvenir un peu de ses rêves de jeunesse, essayer de pas rester centré uniquement sur ce que vous faites aujourd'hui, essayer d'ouvrir un peu les choses voilà, quand vous êtes parfois soit au travail, mais soit aussi, je sais pas, dans votre douche, à des moments où vous êtes un peu créatif, essayez de vous laisser un peu emporter par des rêves, par des aspirations. C'est déjà un état d'esprit qui est important à avoir, et aussi échanger. N'hésitez pas à échanger avec des personnes autour de vous, des personnes qui paraissent plutôt épanouies dans leur travail, qui ont l'air de faire un travail intéressant. Posez-leur des questions. Qu'est-ce qui, pour vous, a du sens dans votre travail? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Qu'est-ce qui vous fait que vous vous sentez motivé aujourd'hui? N'hésitez pas à poser ces questions pour essayer de comprendre comment les gens qui sont vos collègues, vos amis aussi fonctionnent. C'est toujours intéressant pour éclairer les choses. Alors, je laisse Emmanuel lire les questions et puis à m'interrompre au moment où il le souhaite pour poser un peu les questions qui
Oui, alors du coup, je ne sais pas si vous avez eu la question de Sophie sur le fait d'exercer dans une catégorie. Voilà, est-ce que ça ne bloque pas? Est-ce que c'est pas un petit peu une barrière pour pouvoir postuler à d'autres métiers qui nous correspondent peut-être plus? Et oui, il faut changer de catégorie. Enfin, après, voilà. C'est vrai que les catégories, Là, on est très fonction publique, hein, forcément, hein. forcément, c'est quand même une des contraintes de la fonction publique qui est assez forte. Moi, j'ai eu pas mal de mes collègues quand j'étais au CNRS à l'université, effectivement, qui passaient par les concours pour essayer de changer de catégorie. Après, on va voir qu'il y a d'autres moyens. C'est vrai que parfois, bon, c'est un peu compliqué de changer de catégorie ou à un moment donné, en tout cas, ça peut être un peu long. Donc, il y a peut-être d'autres moyens aussi en restant dans sa catégorie, de trouver aussi des carrières qui nous correspondent. Donc, on va voir ça juste après. Alors, un point qui est vraiment crucial aussi, c'est de ne pas baser votre projet uniquement sur vos compétences actuelles. Les compétences, c'est très bien, mais aujourd'hui, il y a une obsolescence très rapide des compétences. Dans les années 70, quand vous avez développé des compétences dans un domaine donné, ça avait une durée de vie grosso modo de 20 ans. L'OCDE prédit qu'en 2025, ce chiffre pourrait abaisser à moins d'un an. C'est-à-dire que les compétences qu'on a à un moment donné, c'est bien, mais ça ne va pas suffire parce qu'il faut les renouveler en permanence. Aujourd'hui, on considère qu'il faut passer 20% de son temps de travail à renouveler ses compétences. Donc, vous voyez que c'est vraiment important de pas rester centré uniquement sur ce que vous savez faire. Et on va voir que une approche plutôt centrée d'abord sur la motivation, ça va être plus intéressant. Ce serait mon levier 5. D'abord identifier ce qui vous intéresse, ce que vous vous sentez capable de faire, ce qui vous motive, ce qui vous démotive. Donc vraiment prendre un temps pour réfléchir à qu'est-ce qui vous donne de l'énergie et ensuite pour construire ce projet professionnel. Et puis dans un deuxième temps, vous verrez, est-ce que vous avez les compétences qui sont adaptées à faire ce projet? Qu'est-ce qui vous manque comme compétences? Qu'est-ce qu'il faut développer? Dans quel domaine vous devez vous former? Et éventuellement, pourquoi pas, est-ce que vous devez passer des concours? Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour réussir ce projet? Donc vous voyez que et puis travailler sur les compétences transférables et essayer de réfléchir à quelles sont les compétences que vous avez développées qui peuvent être utilisées dans d'autres métiers. Peut-être une petite pause pour répondre à quelques questions, parce que je vois que ça défile. Oui, quelques réactions justement par rapport à cette approche sur la motivation, puisque ça peut s'opposer des fois, voilà, avec la notion de compétence demandée, ou voilà, l'envie aussi d'apprendre de nouvelles compétences, ou de se remettre à niveau. Alors, les compétences sont évidemment indispensables. C'est vrai que euh, le fait de passer d'abord quelque part par les motivations, c'est vraiment crucial parce que si vous avez un projet qui ne vous donne pas d'énergie, vous êtes quelque part pas vraiment motivé par ce projet, ça va être très difficile de développer des compétences dans ce domaine. Par contre, si vous avez un intérêt, une motivation pour un projet donné, et bien là, ça va vraiment vous donner de l'énergie et parfois, ça va vous aussi donner l'énergie nécessaire pour faire des changements importants. Moi, par exemple, j'ai quitté le CNRS. C'est pas rien de quitter la fonction publique. J'ai changé plusieurs fois de métier avec parfois des prises de risques sur le plan familial, sur le plan de la rémunération, etc. Donc, pour, je dirais, et passer des concours, c'est la même chose. Il va falloir prendre du temps, etc. Donc, le fait d'être convaincu soi-même de son projet, de l'avoir bien validé, d'être sûr de soi, ça va permettre de mettre beaucoup plus d'énergie justement pour développer des compétences que si c'est pas le cas. Alors oui, mais parfois on passe le concours, nous avons l'écrit, puis recalé à l'oral. C'est vrai. Alors évidemment, ça alors, pour rien vous cacher, moi quand j'ai passé les concours pour entrer au CNRS, déjà le contenu du concours était quand même très en décalage à ce que j'ai pu faire après. Donc il y a un côté un petit peu, alors je sais pas, un petit moment que j'ai pas passé de concours de la fonction publique, je sais pas comment ça a évolué. Parfois c'est un petit peu il y a un côté un peu bachotage et un peu préparer des choses qui effectivement sont peut-être pas vraiment les plus adaptées au futur poste qu'on aura. J'espère que dans ce domaine, les choses ont évolué et continueront à évoluer pour justement qu'on donne plus de les choses quand même. Moi qui observe la fonction publique depuis quand même maintenant quelques années, je vois que les choses évoluent.
peut-être pas au rythme auquel on le souhaiterait, mais je pense que quand même, il y a quand même quelques améliorations, mais c'est vrai qu'il y a sûrement encore un peu de travail à ce niveau-là. Alors la motivation, ce n'est pas important que pour vous, c'est important aussi pour faire la différence, notamment lorsque vous allez postuler sur un nouveau poste et que vous allez être en face d'un recruteur ou d'une personne qui va devoir évaluer votre candidature. Eh bien, vous voyez, dans cette étude, le plus important, à compétence égale, quand vous avez deux personnes qui se présentent pour un poste, eh bien, ce qui va faire la différence, c'est la motivation et le dynamisme. Et vous voyez que donc, c'est bien si vous vous sentez motivé, vous croyez vous-même au projet, c'est ça qui va faire la différence par rapport à une personne qui ne sait pas forcément elle-même pourquoi elle postule sur tel ou tel poste, ou en tout cas, elle n'est pas très convaincante face au recruteur. La bonne nouvelle, c'est que... Ah oui, alors avant que j'attaque la bonne nouvelle, Super, ça fait un petit peu de suspense, Yves. Petite question plus technique et notamment liée à l'âge. À partir de quel âge on est considéré comme senior? On a aussi un témoignage. Voilà, après plusieurs années, c'est pas évident de se remettre en question et de trouver un nouveau projet. Il y a un âge limite à la motivation? non, il n'y a pas de l'âge limite, au contraire. Justement, on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent plutôt en fin de carrière et qui vraiment repartent un peu de zéro, un peu comme un jeune étudiant qui se demande qu'est-ce qu'il va faire de sa vie. Eh bien, effectivement, il n'y a pas d'âge. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui euh, réfléchissent aussi pour l'après. Une fois qu'on sera à la retraite, il y a des gens qui n'ont pas envie de s'arrêter comme ça du jour au lendemain, qui ont envie de se projeter dans d'autres activités, qui ne soient pas forcément rester chez elles à regarder, voilà, notamment des gens qui ont beaucoup travaillé et qui ont construit aussi leur identité à travers le travail, qui n'ont pas envie de s'arrêter comme ça brutalement. Donc il n'y a pas d'âge, on peut tout à fait réfléchir à n'importe quel âge à ces problématiques. Euh, oui. Alors ça intéresse beaucoup, et alors vous allez sûrement l'aborder ensuite. La question qui se pose, c'est comment montrer qu'on est motivé alors? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment, je vais en parler juste après. Comment on montre qu'on est motivé? Alors déjà, il y a quelque chose qui est très important aussi, qui est assez nouveau dans les recherches, notamment c'est les recherches sur le cerveau. Aujourd'hui, on considère que le cerveau, c'est comme un muscle, hein, c'est comme la musculation. Si vous allez à la salle de sport et vous faites de l'exercice, vous allez développer une musculature avec des tablettes et tout ce qu'il faut. Mais si pour je dirais les compétences, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si on est motivé, ce sont les travaux de Carol Dweck qui l'ont montré notamment, et tous les travaux en neurosciences sur la plasticité cérébrale. Si vous entraînez votre cerveau à faire un certain nombre de choses, dans n'importe quel domaine, vous allez pouvoir développer des compétences. Donc aujourd'hui, ce que nous disent les scientifiques, c'est que on peut développer des compétences dans n'importe quel domaine, même ceux auxquels on pense ne pas, des gens qui pensent ne pas être très bons en maths, par exemple. En réalité, c'est vraiment nous qui nous mettons des freins. Si on est motivé à développer des compétences en mathématiques ou dans n'importe quel domaine, eh bien, on va y arriver. Donc ça, c'est ce qu'on sait au niveau de la recherche. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez nouveau. C'est pas ce qu'on me disait moi dans mes études de psychologie. Sachez que, alors évidemment, il faut de la répétition, c'est comme l'entraînement. Quand on veut des résultats, évidemment, il faut travailler, hein, ça se fait pas tout seul, mais on peut développer des compétences dans n'importe quel domaine. Donc ça, c'est quand même assez important pour vous, parce que ça veut dire que même des gens qui se disent, moi, le numérique, j'y comprends rien du tout. Si vous vous y intéressez au sujet, vous allez pouvoir développer des compétences dans le domaine. Par contre, si ça ne vous intéresse pas, si ça ne vous motive pas, ça va être compliqué. Donc, il vaut mieux se concentrer sur des activités, des domaines qui vous intéressent, voire vous passionnent. Ça sera beaucoup plus facile pour vous. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la motivation? Et puis ça me permettra de vous expliquer comment montrer qu'on est motivé, parce qu'il ne faut pas que ça soit artificiel, hein. Si on essaie de jouer la personne motivée, généralement, ça ne tient pas longtemps. Donc il va falloir être convaincu soi-même. Alors comment on est convaincu soi-même? Eh bien, il faut réfléchir un petit peu à qu'est-ce qui nous pousse le matin pour nous lever, pour aller travailler. Alors, vous allez me dire, avoir un salaire, de quoi manger, faire vivre sa famille, c'est vrai que plus de 60% des personnes, comme toute l'humanité, on va aussi travailler tout simplement pour pouvoir pour vivre soi-même, faire vivre sa famille. Donc c'est un petit peu des basiques, mais ça ne suffit pas à expliquer toute notre motivation au travail. Et donc on va voir juste quelques points. Alors par exemple Platon, hein, ça date pas d'hier. Déjà il avait identifié deux grands facteurs pour expliquer ce qui nous pousse à nous lever le matin. C'est la satisfaction de nos besoins physiques et la recherche du bonheur.
Alors, pour vous parler un peu de la motivation, je vous propose de regarder cette photo. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre sur cette photo, quelque chose d'étrange? N'hésitez pas à le mettre dans le chat. Je me permets de vous donner ma réaction, Yves. Alors moi, je suis surprise de voir des ados contents de faire la vaisselle. Voilà, alors pour toutes celles et ceux qui ont des ados à la maison ou qui on observe de temps à autre, effectivement, faire le sourire en faisant la vaisselle, c'est pas ce qu'on voit le plus souvent. En tout cas, les miens, moi, c'était plutôt ça. Dès que je parlais de tâches ménagères, eh bien, ils se vidaient complètement de leur énergie et ils perdaient leur sourire. Et c'était assez compliqué pour eux. Et si jamais je leur disais, bah non, bah c'est pas grave, allez, laissez tomber, on fera ça un peu plus tard et on va plutôt aller au cinéma, immédiatement, cling, ils retrouvaient leur sourire. Donc vous voyez que la motivation, on n'est pas motivé ou pas motivé. Hein, quand vous avez je sais pas, un manager qui dit, bah un tel n'est pas motivé, ou qu'on dit de son enfant, bah, il n'est pas motivé. Bah, il n'est pas motivé par quoi? Par son prof, par une discipline, Alors, on n'est pas motivé tout court, on est motivé forcément par rapport à quelque chose. Et bah, la première chose, c'est d'être capable justement d'identifier ce qui nous motive et ce qui nous démotive. Donc, pour ce faire, eh bien, donc essayer d'identifier des tâches, hein, ça peut être des activités, des tâches. Il y a deux grandes dimensions qui sont importantes à prendre en compte. Donc la première, c'est ce qu'on appelle les intérêts professionnels. Les intérêts professionnels, c'est quoi? Donc il y a des intérêts professionnels qui vont nous donner de l'énergie, hein, qui remplissent nos batteries, et puis d'autres qui peuvent nous en enlever. Hein. Moi, je sais pas, par exemple, la comptabilité, c'est pas trop mon truc, et c'est vrai que ça sera plutôt dans les activités qui m'enlèvent un peu d'énergie. Alors que bah, voilà, participer à cette conférence avec vous, ça aurait plutôt tendance à m'en donner. Donc chacun doit identifier déjà ce qui les activités professionnelles qui lui donnent de l'énergie, celles qui lui en enlèvent. Et ici, on a donc 8 grands domaines. Les psychologues ont créé des modèles théoriques pour simplifier l'ensemble de l'univers des métiers, parce que bah, il y a beaucoup de métiers dans le monde du travail, en 8 grands domaines, de manière à pouvoir aider des personnes justement à se positionner dans ce monde du travail de manière quand même plus simple que s'il fallait comme ça aller identifier un métier ou un autre sans avoir d'outils. Donc là, ça va permettre de découvrir ces métiers, et c'est ce que permet de faire Motiva, on en parlera un petit peu plus tard, découvrir quels sont les grands domaines qui nous intéressent le plus, et ça va vous aider à voir quels sont les métiers qui vont vous intéresser, ceux qui vont moins vous intéresser. Ça va vous permettre de comprendre justement comment vous fonctionnez de ce point de vue-là. Donc là, on a un exemple dans le domaine de l'organisation, par exemple, la gestion du personnel, le contrôle, l'audit, la comptabilité, la gestion, pilotage et gestion de projet, l'administration, l'organisation. Donc, ça vous permet de vous positionner par rapport à un certain nombre de domaines professionnels. Quels sont ceux qui vous intéressent, quels sont ceux qui ne vous intéressent pas. Donc, ces intérêts professionnels, c'est vraiment la direction, un peu de la motivation, on va dire. Donc, ce sont les directions qui vous donnent de l'énergie, et c'est important de les identifier, d'arriver à l'identifier, à faire le point sur le sujet. Est-ce qu'il y avait des questions, Emmanuel, avant que je passe à la suite? Non, des réactions par rapport à l'image de tout à l'heure. Et avant, on a eu des plutôt témoignages sur la question de fond, c'est un peu comment être motivé sur des situations pas très motivantes, comme par Voilà. exemple les oraux de concours, voilà, ou quand on est dans une situation individuelle un peu fragile, voilà, de burn-out ou autre chose. Voilà, comment être motivé, comment retrouver la motivation. Alors justement, on va en parler. Deuxième, alors ça, c'est les intérêts, c'est vraiment la direction de la motivation. Ça répond à la question du quoi. Qu'est-ce qui me motive? C'est le quoi. Et puis, le deuxième élément qui est important, ce sont ce qu'on appelle les ressorts de motivation. Si vous faites l'exercice, bon, on peut le faire. En un mot, ce que vous pouvez mettre dans le chat, c'est justement qu'est-ce qui vous motive professionnellement et qu'est-ce qui vous démotive. Donc, je peux vous laisser quelques secondes pour nous indiquer qu'est-ce qui vous motive et qu'est-ce qui vous démotive.
Alors, être utile, voilà, me motive. Me sentir utile aussi. L'expression de chacun. Sortir du cadre. Les motifs, le relationnel. Motivation, aider concrètement les personnes qui ont besoin de moi. Le sens, les apprentissages, la charge de travail dans la démotivation. Le contact, l'action, pardon. Les projets compliqués, la routine qui démotive, enrichissement intellectuel, démotivation. J'arrive plus à suivre, mais je vous laisse découvrir. Ah, ça va très très vite, hein. Ce qui motive, c'est l'humain. Alors, vous voyez quand même que quelque chose qui est intéressant dans tout ce que vous mettez, travail d'équipe, c'est que à la fois il y a des choses qui sont être utiles. On voit que ça revient quand même pas mal. Donc, il y a des ressorts de motivation qui sont partagés et qui sont les plus partagés que d'autres dans la population. Et puis des choses qui sont plus individuelles. Et donc on constate que, et c'est ce qu'on a pu constater dans nos travaux de recherche, c'est qu'en fait chaque personne a des motivations, une combinaison de ressorts de motivation qui lui est propre. Chaque personne est différente, hein, comme c'est indiqué sur la petite BD, je ne sais pas si vous voyez le texte, mais extérieurement on est tous différents, mais intérieurement aussi, eh bien, même si on fait des métiers similaires, si vous avez des collègues qui font exactement le même métier que vous, eh bien, on est tous différents à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont plus importantes pour nous, peut-être avoir du sens, être utile, etc. Travailler en équipe. Et puis pour certaines personnes, c'est moins important. Donc partager ses valeurs, je vois que ça continue, le travail bien fait. Vous voyez qu'il y a une richesse dans ce qui nous motive, ce qui nous démotive, et chaque personne est différente. C'est pour ça que vous devez être acteur pour justement partir, vous, de vos motivations, de ce qui vous motive, ce qui vous démotive, parce qu'on ne peut pas quelque part se motiver à la place de quelqu'un d'autre, et on ne peut pas, je dirais, organiser un poste de travail ou un métier, ou des tâches, sans savoir ce que la personne qui est en face attend, ce qu'elle aime faire, ce qu'elle aime pas faire. Donc c'est important que vous soyez acteur et vous manifestiez aussi dans votre travail pour expliquer voilà, qu'est-ce qui est important pour vous, de manière à ce que vous soyez toujours sûr de... Alors, avant que je passe à la suite... Je vous partage une question qui était posée un petit peu en amont dans le chat. Que faire quand ce qui nous passionnait ne nous motive plus ? Eh bien, ça peut arriver, donc va falloir passer à autre chose, tout simplement. Donc, c'est pas très grave. Alors, faut voir pourquoi ça vous motive plus. Et il faut s'interroger un petit peu. Est-ce que c'est parfois, vous l'évoquiez, certains ou certaines, ça peut être un problème lié à la fatigue, au burn-out, ou quelque part, on a l'impression que ça nous motive plus, mais c'est simplement parce que, soit on a un problème de fatigue, de burn-out, de dépression, où on a un moment dans sa vie où ce qu'on aimait bien, c'est plus compliqué. Tout simplement parce que c'est lié à l'état dans lequel on est à ce moment-là. Mais ça peut aussi être tout simplement, la vie de travail est longue et de plus en plus longue, donc on peut aussi tout simplement, des choses qui nous intéressaient à un certain âge, et puis on évolue, des choses qui nous intéressent moins, on a envie de découvrir d'autres choses, et donc c'est tout à fait normal d'évoluer, et à ce moment-là, je dirais justement de faire des changements de carrière qui peuvent être assez importants. Le tout étant d'arriver à convaincre vos futurs recruteurs que vous êtes la bonne personne, alors que vous avez quelque part un CV, entre guillemets, donc vous avez un parcours qui est peut-être pas celui qui était attendu. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a quand même une ouverture à des profils un peu différents, un peu atypiques. On est plus dans une recherche de diversité dans les compositions des équipes qu'avant, où on était vraiment souvent du copier-coller. Tout le monde on recrutait des personnes, et les équipes étaient avec des personnes qui étaient très similaires, très semblables dans leurs attentes, dans leurs compétences. Aujourd'hui, on est quand même plus dans une recherche de diversité. Donc, il faut saisir cette opportunité pour convaincre. Alors, quelques principes clés sur la construction de votre projet. Je vous dirai comment faire concrètement, mais donc on va essayer d'identifier ses intérêts et ses motivations clés, à ce que vous avez fait exactement à l'instant, en indiquant justement ce qui vous motive et démotive. Donc vous voyez que c'est un exercice qui est pas si compliqué à faire. Et puis ensuite, on va essayer de faire le point, et notamment savoir est-ce que quelque part je fais un métier qui m'intéresse,
Est-ce que je fais un métier qui correspond à mes motivations? Donc, par exemple, être utile. Est-ce que je me sens utile dans mon travail aujourd'hui? Et on va pouvoir déjà se positionner, se dire, bon, bah voilà, voilà, tout va bien, je suis satisfait, toutes mes motivations sont satisfaites, je fais un métier qui m'intéresse, donc on est plutôt dans l'épanouissement professionnel. Et puis, ici, vous avez par exemple des gens qui ont un métier qui correspond à leurs intérêts. Donc, ça va être le cas aujourd'hui des personnels hospitaliers, des infirmières, des infirmiers dans la fonction publique hospitalière. Quand on fait passer Motiva, il y a beaucoup de gens qui sont là. C'est-à-dire qu'en réalité, ils adorent leur métier. Enfin, ils adoraient leur métier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème d'intérêt. Leur métier les intéresse. En revanche, les conditions d'exercice, donc leur satisfaction motivationnelle est très faible. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus l'impression, voilà, la relation avec les patients, ils ont l'impression de ne plus avoir le temps, etc. Ça s'est dégradé. Et donc, ils vont ici dans une situation de frustration professionnelle. Et puis, vous avez des gens, au contraire, qui, eux, sont plutôt satisfaits de leur motivation. Par contre, ils font un métier qui ne les intéresse pas du tout. Un job à la con, comme on dirait aujourd'hui. Ils ont l'impression de pas trop savoir à quoi sert leur travail. Et là, on est plutôt dans effectivement l'ennui professionnel. Et puis malheureusement, il y a aussi des gens qui sont ici dans cette case qui correspond aux personnes qui font un métier qui ne les intéresse pas et qui ne sont pas satisfaites motivationnellement. Et c'est des gens qui travaillent tout simplement pour avoir un salaire à la fin du mois, mais qui sont quand même pas du tout épanouis dans leur travail. Donc c'est important de bien savoir où on se situe pour ensuite voir quelles sont les actions qu'on va pouvoir mener. Est-ce que je dois améliorer ma satisfaction motivationnelle? Est-ce que je dois trouver un métier qui correspond mieux à mes intérêts? Donc ça va vous permettre comme ça d'y voir un petit peu plus clair pour comprendre déjà quand ça va pas, qu'est-ce qui va pas, et vous allez voir qu'on va pouvoir même aller beaucoup plus loin dans le détail de ce qui va pas, de manière à trouver des solutions. Alors, avant que on parle justement de ces solutions, il y a un point qui est important aussi, c'est que souvent, quand ça va pas, on est plutôt dans l'idée de changer, de partir, parfois de fuite, quitter une situation. C'est un peu un réflexe humain. C'est quand ça va pas, eh bien, on est plutôt dans l'idée de quitter cette situation, essayer de la fuir. Donc, on va parfois partir sur une mobilité, mais pas forcément pour des bonnes raisons. Donc, il y a un premier travail qui est à faire, qui est ce qu'on appelle le job crafting. Vous savez, les Américains, ils ont toujours un mot pour tout. Le job crafting, c'est quoi? C'est tout simplement l'idée qu'on peut aussi essayer de remodeler son travail, son job actuel, pour changer ce travail de manière à ce qu'il corresponde mieux à ce qui nous intéresse et à ce qui nous motive. Donc petit à petit, on va essayer de l'adapter pour que ça vous corresponde mieux. Et c'est vrai que parfois, on a toujours sentiment qu'il y a des métiers qui sont plus intéressants, qui semblent effectivement plus agréables ailleurs, que l'herbe est plus verte ailleurs. Pas toujours, hein. Parfois l'herbe elle peut être aussi un petit peu desséchée par ces temps de sécheresse, ça arrive beaucoup. Donc faites attention quand même, vraiment essayez de remodeler, repenser comment vous pourriez vous agir sur votre poste actuel, sur la manière de l'envisager, la manière de faire vos tâches. C'est aussi une façon d'avancer dans sa carrière et vous sentir plus épanoui, et notamment pour celles et ceux qui seraient un peu bloqués parce que problème de catégorie justement, concours qui est pas tout de suite, il va falloir attendre, ou peu d'opportunités, si vous êtes dans une collectivité locale où voilà, il n'y a pas énormément d'opportunités qui s'offrent à vous à part de partir. Ça peut être une façon quand même intéressante de le faire. Et après, bien évidemment, alors comment on fait ce job crafting? C'est pas compliqué. On identifie les ressorts de motivation qui sont les plus importants pour nous. Ici, on a vraiment pas avoir un travail qui a du sens, avoir de la reconnaissance, être en contact avec le public, être stimulé intellectuellement, travailler en équipe. Vous voyez que c'est un peu ce que vous avez dit d'ailleurs tout à l'heure, hein, quand vous avez mis les éléments dans le chat. Et puis ensuite, essayez de vous demander quelles sont ces motivations, dans ces motivations qui sont très importantes pour vous, quelles sont celles qui sont OK, hein, qui vous êtes plutôt satisfait, et quelles sont celles qui sont à améliorer, voire celles qui sont vraiment sérieusement améliorées. Une fois que vous avez fait ce travail, eh bien, on va pouvoir ici travailler, tout simplement essayer de brainstormer, essayer de vous dire, voilà, avoir du sens, j'ai pas de sens dans mon travail actuellement, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour améliorer les choses? Vous pouvez par exemple essayer de comprendre
à qui et en quoi votre travail est utile, quoi ça sert. Donc ça, pour ça, vous pouvez contacter les personnes qui dépendent de vous, hein, qui dépendent de votre travail, pour essayer de les interroger. Alors ça peut être des usagers, ça peut être des collègues, ça peut être votre manager, ça peut être d'autres services. Essayez de comprendre finalement ce que vous faites, à quoi ça sert, parce que parfois c'est vrai que dans un monde avec des process, avec des règles qu'on comprend pas toujours, des règles de qualité, etc. Finalement, on a parfois besoin que des personnes nous expliquent finalement est-ce que vraiment ce que je fais c'est utile ou est-ce que c'est pas si utile que ça. Donc, et si c'est pas si utile, il faut peut-être essayer de voir est-ce que vraiment il n'y a pas un moyen de travailler différemment. Donc il faut aussi peut-être vous manifester pour notamment manifester votre intérêt pour participer à des projets qui ont plus de sens pour vous. Essayer d'identifier des projets un peu transverses, par exemple. Et puis, c'est souvent intéressant aussi d'interroger les collègues. Si vous avez un collègue à côté de vous qui a l'air d'être parfaitement épanoui dans les mêmes tâches que vous, c'est de lui demander, mais finalement, qu'est-ce que tu trouves, voilà, quel sens tu trouves à ton travail? Et vous aurez peut-être déjà des réponses. Donc, vous voyez qu'on va pouvoir déjà, à notre niveau, on va pouvoir travailler sur essayer d'améliorer la satisfaction de ses motivations. D'ailleurs, tout de suite, on se sent mieux, voilà, vous serez plus épanoui dans votre travail si vous arrivez à vous-même être acteur à ce niveau-là. Donc ça, c'est un premier moyen, c'est tout simplement améliorer votre situation actuelle. Alors, c'est pas du tout incompatible avec le fait d'ensuite de penser à une mobilité, un changement de carrière. Les deux peuvent aller de pair, hein. C'est-à-dire que dans tous les cas, ça va vous permettre de tenir un peu dans la durée aussi le temps que votre projet se mette en place, que peut-être parfois que des postes se libèrent. Faites attention aussi alors dès lors qu'on pense mobilité, aux postes sirènes, hein. Les postes sirènes, c'est finalement des postes un peu comme l'iceberg. Là, on voit que la partie immergée, émergée, et donc peut-être souvent ce qu'on appelle des facteurs extrinsèques, c'est-à-dire plutôt voilà, le fait que je ne travaille pas le week-end, par exemple, si je travaille dans une médiathèque, peut-être une augmentation de votre rémunération ou une proximité avec votre domicile ou un projet voilà, de déménagement quelque part dans un endroit qui vous paraît intéressant. Et parfois, on a tendance à minimiser un peu la nature des tâches. Est-ce que ça va vous intéresser ou pas? C'est-à-dire ignorer toute la partie qui est ici. Et quelque part, ça risque de créer de l'insatisfaction motivationnelle. Et c'est important de bien prendre en compte l'ensemble du poste et de tout ce que ça peut comporter. Combien de temps vous allez devoir peut-être faire des tâches qui vous plaisent moins. C'est 10% de votre temps, 50% de votre temps de travail sur des tâches qui vous plaisent pas du tout. C'est quand même à considérer. Donc, faites bien attention de bien équilibrer. Quand vous regardez des postes, tenez compte, certes, des éléments qui sont importants pour vous, c'est normal, mais aussi faites bien attention à prendre l'ensemble des facteurs en compte. Alors, le facteur clé de succès dans une mobilité, c'est la cohérence avec le parcours, c'est vrai, et notamment la cohérence en termes de cheminement, c'est pas forcément une cohérence en termes de compétences, ça peut être également une cohérence en termes de projet. Pourquoi? Ce qu'un recruteur a besoin de comprendre, c'est pourquoi vous avez changé à un moment donné de tel poste à tel autre, pourquoi pas faire un changement plus radical de carrière. Ce que les recruteurs ont besoin de comprendre, c'est pour les rassurer, c'est finalement pourquoi vous avez fait ces choix. Et à partir du moment où vous arrivez à l'argumenter, parce que vous allez dire, parce que ça me motive. Et puis, tel sujet, c'était important pour moi, je l'avais jamais mis en œuvre jusqu'à maintenant, ça a toujours été important depuis ma jeunesse. Je veux être en contact avec les autres, c'était pas suffisamment le cas dans mon travail précédent. Donc, ce qu'un recruteur a besoin de comprendre, c'est effectivement une cohérence dans votre cheminement, dans votre maturité professionnelle et dans votre parcours, mais pensez que cette cohérence, elle n'est pas forcément uniquement sur ce que vous avez développé comme compétence. C'est important à avoir en tête. Alors, les conseils mobilité carrière, donc auxquels vous pouvez faire appel,
comme je vous disais, ce sont des gens qui sont très motivés par leur travail, et un certain nombre d'entre eux sont donc habilités, donc ont suivi une formation pour utiliser Motiva et peuvent, s'ils le jugent utile, bien sûr, selon vos contextes et vos cas, vous faire passer donc l'outil Motiva pour vous aider justement de manière très concrète à essayer d'identifier vos intérêts et vos motivations. Parce que là, on l'a vu de manière un peu générale, évidemment, c'est pas quelque chose qui est évident à faire tout seul dans son coin. Ce sera beaucoup plus facile si vous êtes accompagné pour le faire. Donc, le questionnaire se présente de la manière suivante. Ce domaine vous attire-t-il? Oui, non, j'hésite. Et vous allez ensuite avoir un résultat qui vous donne en vert ici les domaines qui vous intéressent le plus, en gris ceux qui vous intéressent le moins, moyennement, et en rouge ceux qui vous intéressent le moins, voire pas du tout, voire ceux qui vous poseraient problème s'il fallait aller faire un métier dans ce domaine d'intérêt. Donc, vous allez avoir des résultats très concrets comme ça qui vous aident déjà à vous représenter un peu, à avoir une connaissance claire de ce qui vous intéresse et ce qui vous intéresse moins. Même chose pour les motivations. Alors oui, Deux petites questions, Yves. Quelle est la différence entre Motiva et Central Test et quelle est la différence entre Motiva et un bilan de compétences? Alors, donc Central Test, c'est tout simplement un autre éditeur que Motiva est édité par Pearson Talent Lens, et Central Test, c'est un autre éditeur donc qui propose également des outils pour mesurer un certain nombre de choses. Donc ensuite, entre Motiva et le bilan de compétences, en réalité, Motiva est utilisé, c'est un outil qui est utilisé par les personnes qui font, quand vous faites un bilan, en fait, que ce soit un bilan de compétences ou différents types de bilans, aujourd'hui il y a des bilans un peu plus courts, donc ce sont les personnes qui vous accompagnent qui vont utiliser Motiva pour réaliser, ça leur sert pour eux, c'est une boîte à outils qu'ils vont utiliser, ou pas d'ailleurs, selon les contextes, pour vous aider à y voir plus clair sur ce qui vous motive. Parfois, il y a des gens qui sont très clairs dans leur projet, ils ont déjà des idées très claires, donc c'est peut-être pas indispensable. Par contre, dès que vous posez des questions, ça peut être intéressant justement de passer Motiva, et c'est vraiment les personnes qui qui accompagnent le bilan qui vont à ce moment-là vous faire passer Motiva. Donc sur les motivations clés, sur les motivations, donc ça va se présenter de la manière suivante. Bon, c'est un peu petit, hein, c'est juste pour vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. Ici, vous avez vos motivations. Hein, chaque personne a des résultats ici différents, donc avoir du sens, etc. Être stimulé intellectuellement, ça va concerner, c'est en différentes catégories. On peut aussi s'exprimer par rapport à ce qu'on attend de ses collègues et ce qu'on attend de son manager. Et puis, ce que vous avez sur la partie droite ici, c'est tout simplement votre niveau de satisfaction actuel. Avec en rouge, je suis pas satisfait de ce point. Et vous voyez que là, on va décortiquer de manière assez fine. Et c'est vraiment important de savoir ce qui est important pour vous, ce qui va pas. Parce que c'est ça qui va vous permettre de dire, là, ouais, ok, je peux encore tenir un certain temps dans ce poste si j'améliore tel et tel point. Ou vraiment, ça va plus du tout. Là, il faut vraiment que je change quelque chose parce qu'il y a trop de choses à améliorer. Et puis, dans tous les cas, quand vous allez envisager une mobilité, un changement de carrière, voire pourquoi pas un changement de fonction publique ou même carrément quitter la fonction publique comme j'ai pu le faire moi, ça vous permet quand même de tester les choses virtuellement pour dire est-ce que ce point sera amélioré, qu'est-ce qui changerait si je fais tel choix. Ça vous permet de vous rassurer aussi dans vos choix. Puis si vous avez la satisfaction motivationnelle globale, généralement au-dessus de 70%, c'est-à-dire que tout va bien, vous êtes plutôt satisfait motivationnellement. Entre 50 et 70%, on commence à se poser des questions, ça commence à nous empêcher un peu de dormir la nuit. Et en dessous de 50%, c'est le cas de cette personne ici. Là, ça va plus. Hein, ça va plus. Il faut trouver des solutions, il faut agir pour changer les choses, sinon les gens commencent à dépérir. Hein. Donc il faut pas rester trop longtemps dans cette situation. Il faut essayer de trouver des solutions, soit en restant dans votre poste à travers le job crafting, comme j'évoquais tout à l'heure, soit en envisageant effectivement une mobilité, un changement de carrière. Oui. Est-ce que Motiva est accessible pour tout le monde ou est-ce qu'il faut être professionnel pour l'utiliser? Alors, pour le passé, c'est accessible à tout le monde. En revanche, les personnes qui vont vous accompagner avec cet outil sont des professionnels qui sont habilités. Donc, il y a une formation de 2 jours, hein, ils sont entraînés à utiliser l'outil, la méthode
également qui est utilisé avec cet outil pour être efficace et vous aider le mieux possible dans vos recherches de solutions et de postes ou vous aider dans vos réflexions de carrière. Donc, l'outil qui est utilisé par des professionnels, mais vous allez le passer. En revanche, le professionnel a la possibilité de vous partager en ligne vos résultats de manière à ce que vous puissiez aussi travailler dessus de votre côté. Alors là, je vous montre qu'une toute petite partie, hein, mais je vous invite j'en reparlerai, je crois qu'il y a un atelier qui permet de découvrir Motiva vendredi qui est également organisé, dans lequel on parlera un peu plus en détail de tous ces outils auxquels vous pouvez accéder. Donc, intérêt, motivation, c'est vraiment clé pour justement. C'est vraiment on peut pas faire l'impasse de. C'est pas quelque chose qu'on apprend à faire pendant ses études. Hein, finalement, il y a un moment donné, il faut savoir ce qui nous intéresse, ce qui nous motive, et c'est un travail à fournir de manière à ce que vous puissiez ensuite faire un choix qui vous convient, un choix éclairé. Et pour celles et ceux qui se posent des questions en termes de métier, vous aurez la possibilité également d'avoir des propositions de métier qui vous correspondent le mieux, qui correspondent le mieux. Alors parfois, ça permet justement de sortir, d'avoir des idées de métier qui sont quand même assez différentes de ce que vous aviez peut-être en tête. Alors, généralement, vous retrouvez également votre propre métier, mais ça va vous permettre de découvrir aussi des métiers qui sont proches en termes d'intérêt, de motivation. Alors pas forcément toujours de compétences, ça va dépendre. Mais ça peut donner des idées, notamment pour celles et ceux qui voudraient faire des changements un peu plus radicaux. Ça vous permettra d'explorer. Donc, c'est connecté aux bases CNFPT, et bientôt aux autres bases de la fonction publique hospitalière et fonction publique d'État, ainsi qu'au ROM. Donc, alors vous pouvez d'ailleurs explorer à la fois les métiers de la fonction publique, mais également vous tester sur des métiers du privé, pourquoi pas. Si ça vous intéresse de voir un peu par rapport à vos résultats, qu'est-ce que ça donnerait dans le privé. Pour certains projets, ça peut avoir un sens de le faire. Indispensable, mais ça peut être utile. Peut-être donner quelques éléments de réponse à Kevin qui a posé plusieurs fois la question, qui a été voir sur le site de Motiva et qui a été orienté pour pouvoir l'utiliser à devoir renseigner qu'il est un professionnel de l'accompagnement. Peut-être qu'il faut bien distinguer entre passer le test et être accompagné dans la restitution du test Motiva et dans l'accompagnement dans le projet professionnel. Voilà, c'est-à-dire que pour passer Motiva, il faut qu'un professionnel vous le propose et quand vous faites une demande de test pour le passer sur le site Motiva, en fait, on va vérifier tout simplement que vous êtes bien un professionnel, donc soit un conseiller mobilité carrière par exemple ou un professionnel des ressources humaines avant de vous envoyer le questionnaire. Par contre, si vous le souhaitez le passer, vous pouvez effectivement solliciter vos conseillers mobilité des carrières qui sont habilités à utiliser Motiva, de manière à ce qu'ils vous le fassent passer. Donc oui, je disais vendredi, vous avez un atelier, peut-être que certaines et certains sont déjà inscrits justement pour apprendre à identifier les métiers qui vous correspondent le mieux, notamment pour celles et ceux qui seront dans ces recherches. Je pense que ça pourra vous intéresser. Alors, convaincre en entretien, comment on montre qu'on est motivé pour répondre à la question qui était posée au tout début, eh bien, on le montre tout simplement parce qu'on en est convaincu et on croit en son projet et ça c'est quelque part... alors, c'est vrai que ça peut être intéressant de s'entraîner un peu. Souvent, on a tendance à se présenter à travers ses compétences, son CV, son parcours. Ce qui peut être intéressant, c'est d'apprendre, et c'est ce que d'ailleurs peuvent vous aider à faire vos conseillers mobilité carrière, c'est à vous entraîner à parler de ce qui vous intéresse, qui vous motive. Alors il y a quelque chose qui est intéressant à savoir aussi, c'est souvent un exercice qui est plus dur pour les hommes que pour les femmes. Il faut savoir que, par exemple, les personnes qui passent Motiva, aujourd'hui, on a 75% de femmes, alors c'est Journée de la femme, et pour 25% d'hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les femmes ont quand même plus de facilité à parler
de ce qui les intéresse, de ce qui les motive, pourquoi tel et tel poste les intéresse et motive, telle tâche, etc. Pour les hommes, c'est souvent un peu plus compliqué. C'est quelque chose, un exercice qui est sans doute peut-être plus difficile. Donc, c'est bien de s'entraîner. Parfois, moi, je travaille beaucoup, par exemple, avec l'armée, où vous avez des militaires qui disent, bah oui, moi, ce qui me motive, c'est presque tabou de parler de ce genre de sujet, en tout cas dans un premier niveau de réaction, on va dire. Mais en réalité, c'est vrai qu'on peut apprendre à mieux exprimer ses motivations. C'est pour ça que déjà qu'il faut les connaître. Si on les connaît pas, bon, c'est impossible de dire ce qui nous motive si on n'y a pas vraiment réfléchi. Mais le fait de vous entraîner à dire, par exemple, voilà, tel poste m'intéresse parce que moi, ce qui est important pour moi, c'est d'être en contact avec le public, c'est de me sentir utile. Et là, vraiment, je sens que je me sentirais utile d'aider les usagers sur telle ou telle chose ou aider tel service. Je sentirais que pour moi, voilà, j'aurais une valeur ajoutée, ça me donnerait beaucoup d'énergie. Voilà, en vous entraînant, mais déjà, vous verrez que le fait d'être vous-même convaincu par votre projet, de bien connaître le projet professionnel qui est le vôtre, vous verrez que ça vous aidera, y compris d'ailleurs pour le job crafting, pour convaincre votre manager de changer un certain nombre de choses dans votre façon de travailler ou des décideurs à un niveau ou à un autre. Si vous êtes convaincu vous-même, eh bien, vraiment, osez proposer, proposer des changements. Vous verrez que souvent, alors ça marche pas à tous les coups, je ne veux pas vous vendre du rêve, mais parfois ça fonctionne. Ça fonctionne parce que justement on sent que c'est important pour vous et que ça peut effectivement apporter des choses intéressantes et nouvelles. Donc ne vous bridez pas. Voilà, j'ai fini un petit peu ce que je voulais vous dire donc pour cette conférence. Évidemment, on pourrait en parler pendant des heures. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Merci en tout cas Yves, c'était vraiment passionnant. Et puis vous avez donné plein de petites astuces, plein d'outils aussi d'autodiagnostic, voilà, plein de petites clés, je dirais, pour s'interroger soi-même. C'est déjà très très important sur ce qui nous motive et qu'est-ce qui nous pousse aussi à l'action, qu'est-ce qui nous pousse à agir. C'est essentiel de se poser ces questions-là. Donc merci aussi pour voilà, cette partie d'aide. Individuelle et dans les bonnes questions à se poser, notamment pour son projet professionnel. Est-ce qu'il y a des questions, une ou deux dernières questions en attente? Vous avez beaucoup de remerciements. Ça va très vite. Merci pour toutes les questions et les contributions. Donc on a une audience très participative, c'est toujours très agréable. Alors, je le redis, donc le replay sera disponible dès demain, voilà, sur le site de la quinzaine de l'emploi public. Le support également, donc vous pourrez très bien retravailler ça un petit peu à froid, j'ai envie de dire, enfin quand vous voulez, voilà, ce sera tout vous est donné pour pouvoir vraiment travailler en autonomie sur cette question de la motivation. Et on l'a dit, n'hésitez pas à aller aussi du côté de vos conseillers mobilité carrière, du côté de vos accompagnants RH pour vous faire, pour vous accompagner, que ce soit au début ou même quand vous avez commencé un petit peu votre projet, puis vous avez besoin à un moment de confronter un petit peu vos idées, d'avoir peut-être des petits coups de pouce ou certaines clés, ce sont aussi des acteurs ressources. Voilà. Je pense qu'on a terminé. On va arriver sur la fin. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute, vos participations et merci à vous Yves. Vous l'avez dit, on retrouvera Motiva Solutions sur l'atelier de vendredi pour vraiment identifier les métiers qui me correspondent le mieux. Et donc à tous les participants qui se sont inscrits à cette webconférence, un lien a été envoyé voilà, pour pouvoir tester Motiva et vous aurez plein de clés de lecture. Et merci beaucoup à vous d'avoir proposé ça dans le cadre de la quinzaine de l'emploi public, voilà, d'avoir pu proposer aux visiteurs de la quinzaine de tester Motiva ainsi. Avec grand plaisir. Et donc, je souhaite à tout le monde tous les vœux de succès dans leur carrière. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup à faire dans la fonction publique. Il y a des belles choses à faire et les choses évoluent positivement, je pense. Donc, il faut essayer de saisir les opportunités, puis faire bouger les lignes aussi. Donc, c'est important. Oui, oser. Oser, c'est important. Et voilà, se questionner, se remettre en question et voir que dans le mouvement, on avance. C'est le mot de la fin. J'entends beaucoup de managers qui me disent, mais finalement, je suis déçu. L'équipe propose pas, ils sont timides. Enfin, souvent, c'est
plus un problème de dialogue. Donc, à la fois le manager attend des choses, mais voilà, sans forcément savoir comment s'y prendre pour demander ce que veulent faire les uns et les autres. Et puis, des personnes qui osent pas. Donc, faut vraiment oser. Ça marche pas à tous les coups, mais franchement, moi, je suis assez surpris de voir que dans beaucoup de cas, ça peut vraiment fonctionner. De la même manière que quand vous allez contacter des personnes pour leur demander qu'elles vous parlent de leur travail, qu'elles vous parlent de leur projet, etc., rares sont les gens qui vont refuser. Donc, franchement, faut y aller. Faut pas hésiter à des gens qui sont assez éloignés, qui sont peut-être à des niveaux hiérarchiques différents. Moi, je constate que dans la majorité des cas, ça fonctionne. On a des retours positifs. Donc, franchement, ne vous privez pas. Donc ça me fait une transition toute trouvée pour vous dire que la semaine prochaine, voilà, simultanément dans tous les départements, Centre Val-de-Loire, Nouvelle-Aquitaine, il y a beaucoup d'initiatives locales et d'événements des employeurs de la fonction publique qui vous sont proposés. Donc osez y aller, osez rencontrer peut-être des structures voilà, qui vous questionnent, que vous ne connaissez pas, et peut-être oser aller poser des questions sur certains postes aussi, sur certains métiers, ou participer à des ateliers qui vous sont proposés. Tout ça va vous permettre d'avancer, en tout cas, dans votre projet. Je vous remercie et je vous souhaite à tous... je vois qu'il y a un certain nombre de questions auxquelles on n'a pas répondu. Ça sera répondu après ou... Alors, par rapport au replay, même le replay de vendredi, même si c'est complet, le replay sera accessible aussi sur le site de la quinzaine de l'emploi public qui sera encore ouvert. Voilà. Qu'est-ce que vous avez... Si vous avez vu une ou deux questions sans réponse... Merci pour votre intervention. Peut-on organiser une intervention en région centre en présentiel? Ah, j'ai pas vu ça. Bah écoutez, en tout cas, je vais reprendre le fil. Voilà. Voilà. Le burn-out est long. Combien de temps environ? Quelle durée à peu près pour se remettre d'un burn-out? Ça, généralement, ce qui se dit, c'est 3-5 ans. Donc, c'est quand même pas... assez long. Ouais. Donc, voilà, pas repartir trop vite sur des choses trop dures, parce voilà, faut vraiment se donner le temps de se reconstruire et l'importance d'être accompagné aussi, de pas être tout seul. D'être accompagné, d'avoir des gens qui vous disent attention là, tu reprends un peu trop vite et voilà, on risque d'assez vite se refatiguer, notamment d'ailleurs même si on est motivé. Donc. Tout à fait. Et pour répondre, donc les replays seront en ligne pendant 3 mois, voilà, sur le site de la quinzaine et peut-être même à plus long terme après sur des chaînes YouTube, voilà, en tout cas sur des contenus hébergés. Donc vous pourrez largement y avoir accès, les vidéos et des supports. Dernière question, qui peut nous accompagner dans l'épreuve d'un burn-out? Alors ça, moi, j'ai pas les réponses dans vos contextes. Je sais pas si Emmanuel... C'est des situations très individuelles, puisque là, du coup, des fois, c'est aussi du côté médical qu'il faut aller voir, du côté du soin. Voilà, je dirais que ça dépend un peu de chaque situation individuelle. Le premier contact que vous avez, c'est au niveau RH de votre structure, qui de toute manière pourra toujours vous orienter vers la bonne ressource. Il y a le médecin traitant aussi qui normalement va vous protéger dans un premier temps. C'est notamment quand vraiment ça va pas du tout. Son rôle, c'est aussi de vous protéger, intervenir pour vous donner le temps aussi d'être en mesure de discuter avec les RH et avec les premiers contacts en cas d'urgence, on va dire. Merci beaucoup pour tous ces compléments et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci beaucoup à Yves et puis bon rendez-vous sur la suite de la quinzaine de l'emploi public. À très bientôt. Bon événement à toutes et tous. Au revoir. Merci.